Bonjour à tous, merci Madame la Présidente, à la fois de me donner la parole et à la fois, vous l'avez rappelé, de commencer nos débats par ce rapport, vous l'avez dit, important. Et ça permet effectivement de l'avoir au moment où notre attention est la plus soutenue et au moment où nous sommes le plus présents, parce qu'on le sait qu'avec les différentes obligations des uns et des autres en fin de séance, nous sommes moins nombreux. Et donc ça peut sembler évident, normal, de commencer les débats par quelque chose d'aussi important, aussi fondamental, mais au regard de ce qui s'est passé lundi au Conseil municipal de Saint-Étienne, où au contraire il y a eu la volonté de l'enfouir à la toute fin des débats, je tenais à souligner que ça témoigne d'un vrai respect de notre Assemblée délibérante et d'une volonté de transparence qui vous honore. Voilà. Merci. Sur le contenu lui-même, je souhaitais souligner, M. Duvergelet l'a fait un petit peu, ce rapport, il porte normalement que sur une seule politique, un seul service, la communication. Mais paradoxalement, il met en lumière tout un tas de travers et de dysfonctionnements qui touchent toute notre collectivité et pas simplement ce service-là. Ces dysfonctionnements, je ne vais pas tous les énumérer parce que ça serait trop long, mais revenir sur un sujet qui nous occupe souvent ici et qui interroge de plus en plus un certain nombre de collègues, c'est la question de la mutualisation telle qu'elle est faite aujourd'hui entre la ville de Saint-Étienne et la métropole. Pour moi et pour nombreux d'entre nous, la mutualisation en soi, c'est un principe positif. Ça suppose de mettre en commun des forces, des moyens, dans un souci d'efficacité, mais ça suppose, sans avoir besoin de le dire normalement, que cette mutualisation se fait dans l'intérêt de toutes les parties concernées. Et force est de constater aujourd'hui que de ce point de vue-là, la mutualisation de la communication, par exemple, entre la métropole et la ville, est clairement plus intéressante pour l'une des deux parties que pour l'autre. Les chiffres sont extrêmement parlants, à commencer par les charges du service commun lui-même. Page 11, le rapport nous révèle qu'initialement, la répartition des charges était de 70% pour la ville et 30% pour la métropole. Celle-ci a évolué considérablement à partir de 2020 vers un rapport de 55-45. Et encore, ce n'est qu'une estimation sommaire, puisque la juridiction financière elle-même a eu du mal à faire toute la lumière sur ce montage qui semble très nébuleux. Alors si cette évolution, bien sûr, résulte en partie de la montée en charge de la communication métropolitaine, elle traduit clairement aussi un glissement des charges de la ville vers la métropole. Et ça, ce glissement, il n'est pas forcément le souhait de nous-mêmes, élus métropolitains. En termes d'efficacité, là non plus, le compte n'y est pas. Parce que l'objectif affiché au début, ce n'était pas une demande de la CRC, c'était bien ce qui était affiché au départ dans le plan de mandat, c'était d'aller vers une réduction des coûts, sur ce service comme sur d'autres. Et on se retrouve au final avec une explosion des dépenses, puisqu'on passe de 6,8 millions d'euros en 2018 à 8,6 en 2022. Alors, idem sur le plan des ressources humaines de service, avec un effectif cible qui passe de 41 à 47. Alors, naïvement, quand on mutualise des services, on imagine qu'on va supprimer des doublons, qu'on va mettre en commun des outils, donc mettre en place des mesures qui vont se traduire au final par des charges communes qui n'excèdent pas, au mieux, la somme des charges initiales de chacun, voire même, certains peuvent espérer une diminution des charges communes. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres services de la métropole, la mutualisation s'est traduite par une diminution des moyens mis en place, une réduction de la voilure, parfois même un peu trop à mon goût, puisque pour certaines missions, on penserait qu'elles ont été plutôt affaiblies par cette mutualisation, parce qu'évidemment, il y avait un contexte qui appelait à faire des économies. Mais pour la communication, ça a été tout le contraire, à tel point qu'aujourd'hui, ça nous amène, je pense, sérieusement à devoir considérer la question de la démutualisation de ce service. Alors, en tant qu'élu de Saint-Étienne, vous pourriez penser que je fais un contre mon camp, comme on dit en expression footballistique. On pourrait s'attendre à ce que je défende cette mutualisation qui sert apparemment d'abord les intérêts de ma ville, mais je pense profondément au contraire que cela dessert Saint-Étienne et les Stéphanois. D'abord parce que les Stéphanois ne se portent pas mieux d'un excès purement mégalomane de communication, et d'autre part parce qu'à plus long terme, les mutualisations vraiment pertinentes et vraiment nécessaires, je pense par exemple aux grands équipements culturels de notre ville qui peuvent avoir un intérêt et un rayonnement métropolitain, eh bien, si on commence à les évoquer ensemble, elles pourront se heurter au mieux à une méfiance de nos collègues des autres communes échaudées par les précédentes dérives. Et je ne peux que les comprendre et c'est pour ça que je défends les mutualisations, les vraies. Outre ce dévoiement de la mutualisation, la Chambre pointe plusieurs irrégularités. Plusieurs recrutements sont ainsi qualifiés d'irréguliers, dont celui du directeur de la communication. On se souvient qu'un précédent rapport de la Chambre régionale des comptes avait également pointé le caractère irrégulier de l'ancien directeur de cabinet. Il semblerait donc que tout soit permis lorsque les recrutements relèvent de la prérogative du président. Et je sais, Madame la Présidente, que vous en faites vous-même les frais en ce moment. Merci. De même, la Chambre relève des anomalies et des carences graves en matière de commande publique dans le cadre de différents marchés ou contrats. C'est par exemple le cas des sondages qui ont été réalisés pour 100 000 € pour le compte du maire de Saint-Étienne.
Alors bien sûr, il y a des cas où c'est peut-être positif de faire appel à des dérogations au Code des marchés publics, de mettre en place des procédés qui permettent un peu de contourner le carcan. C'est le cas, nous sommes des élus locaux, quand on veut par exemple faire appel à des entreprises locales, d'essayer de favoriser un petit peu l'emploi local, c'est tout à fait respectable. Mais ici, ce n'est pas cet intérêt-là qui a été recherché visiblement. J'ai en tête par exemple un exemple récent, on l'avait évoqué ici, celui de l'e-réputation ou réputation numérique de notre collectivité, qui relève là aussi de la communication. On est allé chercher une boîte à Berlin, en Allemagne, pour assurer la réputation numérique de notre territoire. Et quand on avait demandé s'il n'y avait pas ici, sur notre territoire, plus près de nous, en circuit court, des entreprises qui pourraient faire le même travail, nous avaient dit « Ah, c'est les marchés publics, on ne peut pas y déroger ». Donc on voit bien qu'effectivement, quand il s'agit de communication, on ne regarde pas la dépense, on regarde effectivement ce qui peut être le meilleur pour l'image. Et c'est vrai que pour remonter la réputation fut-elle numérique de Saint-Étienne ces dernières années, il fallait bien faire appel aux meilleurs mondiaux. Et encore, je ne sais pas si ça va y suffire. Enfin, et pour ne pas être plus longue, je pense que ce rapport il jette aussi une lumière crue sur le dysfonctionnement grave de notre collectivité sur le plan démocratique. Alors que nous traitons en assemblée ou en bureau, durant des heures et des heures, parfois ça semble même très long pour certains d'entre nous, de ce que nous pensons être les affaires essentielles de notre métropole, les décisions continuent d'être prises ailleurs. Depuis le 7 mars 2023, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, et depuis plus d'un an, M. Perdriau, parce qu'il est toujours sur le papier, le président en titre de notre métropole, c'est lui qui a dialogué avec les magistrats de la CRC. C'est encore lui qui a commis cette longue réponse, cette deuxième partie de plus de 50 pages sur laquelle vous attiriez notre attention, qui a été annexée donc au rapport de la Chambre régionale des comptes sans que vous ayez votre mot à dire, vous ou le reste de l'exécutif. Donc aujourd'hui, on a un président absent, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est le seul redevable d'une politique qui pèse plusieurs millions d'euros sur nos finances. Et pourtant, comme depuis décembre 2022, où il nous a dit qu'il se mettait en retrait, nous devons en débattre sans lui, en son absence. Nous ne pourrons donc pas avoir de réponse, à part celles que vous pourrez nous apporter, mais qui seront forcément limitées, puisqu'il y a des choses qui ne relèvent pas de vos prérogatives. Et donc le reste de l'exécutif étant lui-même tenu à l'écart, on se rend compte qu'on est là effectivement dans une véritable impasse démocratique, parce que sans redevabilité, si les gens qui prennent les décisions ne sont pas là pour rendre les comptes, il n'y a plus de démocratie représentative. Cette carence, malheureusement, elle n'est pas limitée à la communication. À chacun de nos conseils, nous prenons acte de dépenses de plusieurs centaines de milliers d'euros à la fin de nos réunions, à travers les décisions du président, en vertu des délégations que nous lui avons accordées au début du mandat. Et celles-ci aussi échappent au contrôle de l'Assemblée délibérante, puisque nous n'avons pas notre mot à dire, nous devons en prendre acte. Aussi, au regard des différentes remarques que je viens de vous partager, je voudrais, avec plusieurs collègues, vous faire un certain nombre de propositions et de demandes pour essayer d'apporter des améliorations, parce qu'il ne s'agit pas de rester sur un constat d'échec, bien évidemment d'essayer collectivement d'en sortir. Alors tout d'abord, Madame la Présidente, afin de limiter les champs qui échappent au contrôle de l'Assemblée délibérative et que l'exécutif que vous conduisez lui-même ne maîtrise pas davantage, serait-il possible d'envisager, pour un prochain conseil, évidemment pas pour aujourd'hui, la révision du périmètre des délégations données au Président, qui est absent ? Par ailleurs, nous souhaiterions qu'un vrai travail interne d'évaluation des effets de la mutualisation entre la métropole et la ville soit conduite dans la forme que vous jugerez pertinente et qu'il puisse se poser les bonnes questions, y compris celle d'un retour en arrière sur certaines mutualisations. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le conseil municipal de Saint-Étienne, où nous avons déjà eu une grande partie des débats que nous avons encore cet après-midi, je voulais indiquer que nous allons de notre côté, en tant qu'élus stéphanois, saisir le procureur au titre de l'article 40, au regard des atteintes graves révélées par la CRC, et surtout de la volonté assumée de son principal responsable, M. Perdriau, de ne pas y mettre fin, comme il l'a dit par écrit, et à l'oral également. Et puis, parce que notre collectivité dispose aussi d'un certain nombre d'outils, en lien avec ce que notre collègue Claude Laugier avait proposé la dernière fois, je voudrais lui proposer d'élargir sa proposition de création d'une mission d'évaluation et d'information que peut mettre en place une assemblée délibérante comme la nôtre, sur une politique ou un service de la collectivité. Claude Laugier nous proposait la dernière fois d'aller un petit peu enquêter du côté de la maison de métropole à Paris. La CRC nous a un peu devancé de ce point de vue-là, et je propose, dans un souci de cohérence, qu'on élargisse ce projet à une mission d'évaluation sur l'ensemble des missions du cabinet et de la communication. Donc nous vous proposerons pour la prochaine assemblée cette demande dans les formes avec la signature du 6e des membres de notre assemblée, comme le requiert notre règlement. Je ne serai pas plus long.